Bonsoir, le traditionnel mois de l'enfant est officiellement lancé ce mercredi à Conakry. Au niveau national, une attention particulière sera mise sur le respect des droits des enfants et de la mère. Les détails dès le début de ce journal. En image, un réseau de présumés ravisseurs démantelé à Conakry. C'est un gros coup de filet de la police judiciaire. Ses responsables ont annoncé à la presse et reviennent sur les circonstances d'arrestation de ce groupe. Et puis une question, comment éviter les ballonnements après une journée de jeûne? Chacun a sa façon de rompre, mais quel menu nous conseillent les spécialistes? Notre équipe a rencontré une nutritionniste, on l'entendra dans ce journal. Bonsoir, merci de nous choisir pour vous informer. Tout de suite, ce décret portant nomination de haut cadre à la présidence de la République. Le président de la République décrète, article 1er. Les hauts cadres dont les prénoms et noms suivent sont nommés dans les fonctions ci-après à la présidence de la République. Monsieur Rachid Ndiaye, journaliste, est nommé ministre d'État, conseiller spécial. Monsieur Albert Damantan Camara, expert juriste et gouvernance, est nommé ministre conseiller. Madame Assiatou Baldé, économiste, est nommée ministre conseillère. Monsieur Abdourahmane Diallo, médecin, est nommé ministre conseiller. Article 2. Des lettres de mission spécifiques leur seront adressées pour fixer le cadre et les objectifs de leur mission. Article 3. Le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République Conakry le 6 juin 2018. Professeur Alpha Condé. Je vous l'annonçais hier, le chef de l'État est à Médine et a effectué la Omra, une forme de pèlerinage à la ville sainte de la Mecque, l'occasion pour le président Alpha Condé de prier pour la prospérité de la Guinée. Le point avec notre envoyé spécial à Médine, Sanassi Keita. La dernière étape du séjour du président de la République dans la ville sainte de Médine a été couronnée ce mardi 5 juin 2018 par la visite de plusieurs sites historiques. Des sites comme la première mosquée de cette ville sainte ou encore le cimetière de Bakia, l'un des lieux les plus visités par les pèlerins durant l'étape de Médine. Ici, le chef de l'État en compagnie d'une importante délégation a invoqué le nom de Dieu, le Tout-Puissant, le Clément et Miséricordieux, afin qu'il l'accompagne dans la réalisation de ses nombreux projets de développement engagés. Aussi, professeur Alpha Condé n'a cessé de formuler des prières pour le renforcement de la cohésion sociale entre les filles et fils du pays, avec à la clé œuvrer à l'unisson pour le développement harmonieux de la Guinée. Après donc cette étape de la ville sainte de Médine, le président de la République arrive à Djeddah, la capitale économique du Royaume de l'Arabie Saoudite. Ici, professeur Alpha Condé était attendu par une forte délégation de pèlerins guinéens pour prendre la direction de la première ville sainte de l'islam, la Mecque. La Mecque où professeur Alpha Condé est venu pour la Umrah, le petit pèlerinage. Ce voyage spirituel, cet acte d'adoration envers Dieu, ce moment d'unité et d'échange entre les musulmans, le chef de l'État l'entame par ces rituels appelés tawaf, qui consiste à faire 7 fois le tour de la Kaaba. والصلاة والسلام على رسول الله يا أكرم الأكرمين يا مجيب السائلين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث بسم الله الله أكبر ولله الحمد لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه. Autre rituel accompli par le chef de l'État avec sa délégation est bien le Safa et Marwa.
Cet acte qui consiste à parcourir 7 fois le trajet entre 2 points est l'un des rituels obligatoires du pèlerinage mécois, après le tawaf. Là également, le président Alpha Condé s'acquitte de cette obligation religieuse. Le parcours s'effectue à l'intérieur de ces longs couloirs de 450 mètres de longueur, divisés en 2 allées séparées par une colonnade et attenant la mosquée, un devoir accompli par le chef de l'État et sa délégation. Ce sont des prières et bénédictions qui ont été enfin formulées pour l'unité et le développement en Guinée par ces imams guinéens en invoquant surtout le nom de Dieu, le clément et miséricordieux. J'ajoute que vous suivrez l'intégralité du séjour du président de la République en Arabie Saoudite après cette édition d'information. Et puis à Conakry, le Premier ministre reçoit les ambassadeurs des États-Unis d'Amérique et de la France. Au menu des échanges, le renforcement des relations entre la Guinée et ces deux pays pour la réalisation consensuelle des projets de développement du pays. Compte rendu Adi Camara. La Guinée, signateur de plusieurs conventions sous le respect des droits des enfants, tient à son engagement. Depuis 1992, le gouvernement consacre 30 jours de plaidoyer en faveur de la promotion des droits des enfants. Cette conférence débat sur le mécanisme de protection des enfants marque le lancement officiel du mois de l'enfant, édition 2018. Une occasion saisie par les acteurs impliqués dans le processus de protection des enfants de porter un regard sur les violences dont est victime cette couche vulnérable dans la société. Quels que soient les programmes que nous mettons en place pour l'émergence de notre continent, si les enfants ne sont pas pris en compte et qui sont majoritaires au niveau des populations, il va sans dire que nous ne pourrons pas atteindre les objectifs de ce développement. Malgré les efforts des autorités guinéennes et ses partenaires financiers et techniques, le combat pour le respect des droits des enfants reste préoccupant. Donc c'est un mois qui est consacré à l'enfance et à la jeunesse africaine, mais aussi donc ici guinéenne. Plus de 51%, plus de la moitié de la population a moins de 18 ans. Donc c'est vraiment un mois où on va réfléchir et trouver des solutions pratiques pour la promotion et la protection des droits des enfants et des jeunes. Et donc il va y avoir une série d'événements qui vont déboucher sur des engagements et aussi des solutions pratiques par rapport au système de la protection des enfants en Guinée. Serait-ce que ce ne soit pas seulement des mots qui soient dits, que ce soit plutôt des actions concrètes qui soient faites, que les enfants puissent être dans un cadre où ils pourront se développer, que les enfants puissent avoir l'occasion d'exprimer leurs idées, que les enfants puissent avoir l'occasion de se référer à des gens lorsqu'ils sont en peine. Le cri de cœur que j'aurais à lancer serait que les enfants puissent être mis à un niveau où ils devraient être pour que leur émancipation soit certaine. Pour la mise en œuvre et la capitalisation des instruments juridiques, 2 organes consultatifs sont mis en place. Il s'agit du comité de suivi de l'enfant et le Parlement des enfants de Guinée, des structures qui concourent aux efforts de protection et de promotion des tout-petits en Guinée. Vous l'avez compris, c'était plutôt un reportage sur le lancement du mois de l'enfant en Guinée. Je vous le disais tout à l'heure, le Premier ministre a donc reçu les ambassadeurs des États-Unis d'Amérique et de la France. Au menu des échanges, le renforcement des relations entre la Guinée et ces deux pays. Compte rendu Adi Camara. C'est une entrevue axée essentiellement sur le renforcement de l'axe de coopération entre les États-Unis d'Amérique et la Guinée. Là-dessus, les deux personnalités ont rappelé la réalisation d'un certain nombre de projets à caractère social et économique destinés aux populations guinéennes. C'était une visite courtoisie de commencer avec nos relations avec le nouveau gouvernement. J'ai eu l'opportunité de parler des progrès qui étaient faits depuis la fin de la crise d'Ebola.
parce que nous sommes bien basés sur le secteur de santé. Il y avait assez des avancements, mais de parler de gamme de nos relations avec la Guinée, nous sommes très contents des résultats qui étaient faits, mais il y a toujours les possibilités. On va continuer en proche coopération avec le gouvernement. Alors c'était un bon échange de voir quelles sont maintenant nos priorités et de voir les priorités de son Excellence le Premier ministre, puisque nous pouvons travailler ensemble. Dès après, le diplomate américain, le Premier ministre Dr Ibrahima Kassory Fofana s'est entretenu avec l'ambassadeur de France en Guinée, Jean-Marc Grosguret. Les deux personnalités ont débattu en long et en large des questions relatives à la stabilité politique, au financement des grands chantiers et à l'amélioration du cadrage macroéconomique de la Guinée. Nous avons fait un tour d'horizon, à la fois des points d'actualité et puis des dossiers bilatéraux que nous suivons en commun. J'ai réaffirmé au Premier ministre la volonté de la France d'être aux côtés de la Guinée, d'accompagner la Guinée dans les réformes structurelles qu'elle compte mettre en œuvre pour aller vers plus de prospérité et de stabilité du pays et du développement. Très satisfait de la visite du discours, Dr Ibrahima Kassory Fofana a signalé que les chantiers sont nombreux, mais avec l'assistance des partenaires techniques et financiers, les projets seront réalisés pour le bonheur de tous les Guinéens. Et puis cette série d'audiences à la primature, au ministère de la Coopération et à l'Assemblée nationale, c'est un commentaire signé Abdoulaye Diallo. C'est un groupe d'hommes d'affaires britanniques évoluant dans le secteur minier qui est reçu en audience par le Premier ministre, chef du gouvernement. Le président directeur général du consortium est venu expliquer à Dr Ibrahima Kassory Fofana les études conceptuelles à réaliser en vue de développer le tissu économique à travers ce secteur pourvoyeur. Nous avons pour vocation de créer un chemin de fer qui ira de Tougué, en passant par Mamou, jusqu'à la côte sud-est de Conakry, et un nouveau port minéralier. Voilà. Donc nous avons des investisseurs avec nous, le gouvernement britannique qui nous aide. Et nous sommes venus présenter au gouvernement notre projet qui a été reçu avec beaucoup d'intérêt. Au Parlement guinéen, les députés poursuivent les travaux en intercommission. Au niveau de la commission mine, les discussions portent sur la problématique liée au retard d'exploitation des gisements de fer dans la préfecture de Farana par la société Belzone. Les députés ont posé des questions sur la manière sur laquelle on pouvait financer le projet. Ils ont posé des questions sur l'importance du gisement et à ma connaissance, ils avaient l'air satisfaits par nos réponses. Nous sommes une entreprise cotée à la Bourse de Londres, donc nous travaillons en toute transparence avec l'ensemble de la communauté financière et donc nécessairement avec l'ensemble de la Guinée. Pour son baptême de feu, la nouvelle ministre de la Coopération s'est entretenue avec deux bailleurs traditionnels et amis de la Guinée. Il est question au cours de ces échanges avec les ambassadeurs du Japon et des États-Unis d'Amérique de renforcer les liens de coopération entre la Guinée et leur pays. Ces rencontres ont permis également de faire le point sur les projets en cours d'exécution et d'autres avenants possibles. On a expliqué tous les projets en cours d'exécution, commencé par l'aménagement de ports de Caporo et construction des écoles primaires et fourniture d'équipements médicaux aussi. Mais comme Madame la ministre est un très grand spécialiste de coopération multinationale aussi, nous pourrons travailler d'une façon efficace. Au ministère de l'Information et de la Communication, le nouveau patron veut aller vite et obtenir des résultats. C'est le défi que se fixe Amara Somparé. Le ministre a travaillé ce mercredi avec les responsables de la radio rurale et de l'agence guinéenne de presse, une prise de contact qui suscite assez d'espoir chez les travailleurs, comme le montre ce compte-rendu de Mamadi Terna Kamisoko.
C'est la troisième étape de prise de contact du nouveau ministre de l'Information et de la Communication. Amara Somparé veut toucher du doigt les réalités dans les services relevant de son ressort. À la radio rurale de Guinée, le constat révèle un besoin d'un siège pour la direction générale devant offrir un cadre idéal de travail. D'autres inquiétudes sont également soulevées. Je sais que c'est un élan qui va être un élan gracieux pour la radio rurale de Guinée parce que nous lui avons expliqué tout le problème. Et lui-même, il a vu les conditions, n'est-ce pas, dans lesquelles nous travaillons ici. Et j'ai souhaité que M. le ministre se rende aussi à l'intérieur du pays pour voir comment est-ce que les stations de radio travaillent. Parce qu'ici, on ne peut pas tout apprécier. C'est à l'intérieur qu'on peut apprécier l'efficacité, n'est-ce pas, et la force, la puissance des radios rurales sur le terrain. Même constat à l'agence guinéenne de presse AGP. Sauf qu'ici, la direction générale est sommée de quitter les lieux. Un préavis est déjà en vigueur. Cette visite du ministre Somparé suscite de l'espoir pour que l'AGP retrouve son image d'antan en tant que grossiste de l'information. L'AGP, c'est un patrimoine de l'État. Depuis 1960, c'est un média qui a pour mission la collecte, le traitement et la diffusion de l'information. Dans les conditions normales, l'AGP devrait être la source fondamentale pour tous les médias. Au terme de cette tournée, le ministre semble mesurer le défi à relever pour une meilleure prestation dans les deux services. Bon, en ce qui concerne la radio rurale, on peut dire que les travailleurs évoluent dans un cadre plutôt acceptable de travail, ce qui n'est pas le cas de l'AGP. Ils sont dans des locaux vraiment tristes et je viens d'apprendre qu'on leur a même signifié un préavis. Ils doivent libérer les locaux, donc l'une des priorités c'est de leur trouver un abri décent pour qu'ils puissent reprendre leur activité. Ensuite, il y a pas mal de choses qu'il faudra mettre en place avec le cabinet en termes de formation, en termes d'assainissement du fichier du personnel, en termes de recrutement. Il y a beaucoup de problèmes qui se dressent devant nous, mais la volonté est là et je pense qu'avec le soutien de tous les collègues du cabinet et du ministère de l'Information et de la Communication, nous allons améliorer un tant soit peu les conditions de travail de nos collègues de l'AGP. Tout comme les deux RTG et Oroya, l'engagement du nouveau ministre à améliorer les conditions de travail au niveau des médias de service public rassure le personnel de la radio rurale et celui de l'AGP. Comment relancer le quotidien national Oroya? Le journal se meurt progressivement et disparaît des kiosques. La crise s'accentue alors que Oroya a tenu le haut du pavé de l'information en Guinée il y a des dizaines d'années. Au siège du quotidien qui porte mal son nom, on ne veut pas rester nostalgique. On croit en l'avenir de ce journal et ses responsables annoncent un plan d'urgence pour sa relance. Témoignage dans ce reportage de Mamadou Saluba. Dans les kiosques, le quotidien national Oroya est maintenant invisible. Le plus vieux journal du pays ne paraît plus que 2 fois par semaine. Au siège du journal, le fonctionnement est au ralenti. Patrimoine public, le journal d'État fait face à un manque d'intrants. Le tirage a chuté de 3000 à 500 exemplaires par parution. Nous travaillons dans des conditions extrêmement difficiles. Tout manque. Nous sommes en manque d'intrants de production. Il n'y a pas de papier, il n'y a pas de plaque, il n'y a pas de canson. Les encres, on n'en parle pas. Pourtant, en 2011, le quotidien national avait bénéficié de l'appui public. Un apport qui lui a permis de faire peau neuve et de gagner en notoriété. Mais le réveil fut de courte durée. Depuis 2014, Oroya connaît des difficultés aggravées par l'arrêt de l'imprimerie Akbar. L'unique machine qu'on utilise qui est derrière moi, avec une panne qui dure plus de 3 à 4 mois, c'est pas dépanné, la machine est arrêtée, donc la panne ne fait que s'empirer. Nous tirons dans le quartier, nous tirons dans le privé. Et ça nous revient à un coût extrêmement élevé par rapport à la production habituelle. Dans la rédaction du journal de service public, une lueur d'espoir renaît avec l'arrivée au département de l'information et de la communication de nouveaux ministres. Un plan de relance du quotidien national est déjà élaboré. Pour sa relance durable, il faudra plus de 3 milliards de francs guinéens. À l'allure actuelle, le ministre est engagé à résoudre le problème de Oroya de façon remarquable.
D'abord, il nous a demandé de faire un mémorandum par rapport à conditions de travail. Ils nous ont demandé de faire un projet de renforcement des capacités. Nous avons fait un projet de renforcement des capacités qui s'étale sur 3 ans. Nous avons, dans le mémorandum, nous avons évoqué les différentes difficultés que nous rencontrons et les suggestions que nous estimons bonnes pour relancer le journal. Créé en 1961, Orea est le premier journal du pays. Aujourd'hui, il emploie plus de 150 travailleurs. Mais ce sont les stagiaires qui sont les plus actifs dans sa rédaction. Avec le projet de relance, des mesures chocs s'imposent au-delà des fonds. Je vous l'annonçais en titre, c'est un coup de filet réussi de la police judiciaire. Un réseau de ravisseurs vient d'être démantelé à Conakry. L'annonce est faite par la direction de la police. Les explications avec Alpha Gaba. Ce sont ces 2 Libanais qui auraient kidnappé leurs compatriotes. L'opérateur économique Mohamed Matar a été enlevé dans la nuit du 19 mai dernier dans le quartier d'Ixinbora. Après un mois de recherche, ces ravisseurs ont été retrouvés dans la commune urbaine de Koya au moment où la victime s'apprêtait à payer une rançon de $110 000 US qui lui a été imposée pour sa libération. Nous avons réussi à libérer M. Mahmoud Matar, mais les ravisseurs avaient demandé qu'on leur amène l'argent à Koya. Donc, s'ils étaient payés, ils allaient indiquer où trouver Mahmoud Matar. C'est plusieurs jours après, dans la semaine dernière, que nous avons réussi à mettre la main sur Mohamed Béchara et Ali Meidan. On a attaqué M. Mahmoud Matar dans un pays à Dixine. Je t'ai dit à cause de l'argent. C'est ça. C'est ça qui se passe. On n'a rien gagné dans ça. Au sein de ce groupe de ravisseurs, un Guinéen. Celui-ci serait actuellement en cavale. Mais les responsables de la DPJ annoncent poursuivre les enquêtes afin de le retrouver. Lui qui avait le véhicule de Mahmoud Matar, il a garé le véhicule et s'est taillé. Il est parti pour une destination inconnue. La lutte contre le kidnapping est l'un des défis du tout nouveau ministre de la Sécurité. Depuis décembre dernier, 5 personnes ont été kidnappées à travers le pays. Les services de sécurité se disent déterminés à démanteler tous ces hors la loi. Une cinquantaine de cadres du ministère des Mines et de la Géologie en formation. Les travaux sont consacrés à la gestion des produits miniers. L'accent est mis par exemple sur l'analyse des risques chez les investisseurs. Le défi pour les initiateurs est de favoriser le partage équitable des revenus du secteur. Valérie Talimane. Après une période d'interruption, le programme de formation des cadres du ministère des Mines et de la Géologie, lancé il y a 4 ans, reprend son cours normal. 4 jours durant, des thématiques comme la valorisation des projets miniers et l'analyse des risques par les investisseurs seront abordées. La dynamique permettra d'améliorer la gestion du secteur minier en Guinée. On sait qu'aujourd'hui la Guinée regorge de potentialités minières assez importantes et que dans les années à venir, ça peut être développé, ça doit être développé. Mais pour que cela soit développé, il faut l'attraction des capitaux privés. Il est nécessaire d'attirer les capitaux privés parce que ce sont les capitaux privés qui développent donc l'industrie minérale. Et pour cela, il faut que les agents de l'administration minière, pas le ministère des Mines, simplement les autres ministères concernés, aient des capacités à pouvoir évaluer le projet minier que l'investisseur minier déposera en termes d'études de faisabilité. L'objectif pour le ministère des Mines et de la Géologie est de permettre à ces cadres d'accroître leurs performances. Une manière de répondre aux attentes de l'État qui souhaite poursuivre les réformes dans le domaine des mines. Nous avons donc pour objectif d'avoir dans tous les ministères un certain nombre d'experts qui peuvent discuter des questions minières. Lorsqu'un investisseur va au ministère des Finances, à la direction nationale des impôts, qu'il y ait quelqu'un qui peut parler des questions fiscales. Lorsqu'il va au ministère des Transports, qu'il y ait quelqu'un qui connaît les questions d'infrastructures minières. Pareil pour les questions de développement local et ainsi de suite. L'un des avantages de cette formation est de faire un rapprochement entre l'ensemble des acteurs des différents ministères impliqués dans la chaîne minière.
Les travaux conduits par des experts burkinabés et français devront aboutir à un partage équitable des revenus miniers. Et puis ce chapitre Ramadan, on commence avec le Sunakati de la première dame aux imams de Conakry. Adja Diéné Condé offre des vivres à plusieurs mosquées de la capitale pour accompagner les fidèles musulmans dans cet exercice de haute portée religieuse. Le point avec Maurice Sidibé. Cette scène de joie est celle des femmes de la cimenterie. Les populations de ce quartier bénéficient des denrées alimentaires composées de sacs de riz, de bidons d'huile, de cartons de dattes et de canettes de jus de fruits. Une action de solidarité de la première dame de la République pendant cette période de partage. Au nom de l'ensemble des fidèles de la cimenterie, nous vous disons merci et à travers vous, à la première dame et à son époux. Que Dieu les accorde une très longue vie, santé de fer, prospérité et que Dieu accepte l'union, la cohésion, l'entente de Guinée et Guinéennes. Même opération de distribution de vivres à la grande mosquée de l'Ansanaya Plateau. Les imams sont les premiers bénéficiaires. Une action de charité de la présidente de la Fondation Prosmi pour aider ses chefs religieux à mieux aborder les 10 derniers jours du mois saint de Ramadan. Nous acceptons ce don. Nous le partagerons entre nous aussi et d'ailleurs au plus près à des pauvres qui sont démunis. Et c'est ça le vrai objectif. Nous ferons la conscience pour l'élargir comme la Fondation souhaiterait. Nous sommes convaincus que les imams, pendant le mois de carême, sont des personnes dignes de confiance. Ce sont des relais pour la Fondation Prosmi. Les 10 derniers jours seront la période la plus intense pour la Fondation Prosmi parce que ça sera, si vous voulez, une course contre la montre pour servir le maximum de musulmans qui sont dans le besoin, qui ont besoin de déjeuner comme tout autre Guinéen pendant ce mois de pénitence. Avant la cimenterie et l'Ansanaya, les fidèles musulmans de la mosquée centrale d'Antanor ont aussi reçu des sacs de riz, de cartons de dattes et de bidons d'huile. Cette livraison des denrées alimentaires est la suite des opérations de distribution de vivres à Landria, à Yimbaya et à Boussoura. Et pendant ce temps, plusieurs sont certainement encore à table, soit pour rompre le jeûne ou simplement pour digérer leur repas. En Guinée, le menu dans les familles est divers et varié à l'heure de la rupture. Du riz, de la bouillie, du thau, du thé ou encore du jus à base de gingembre ou de bissap. Un cocktail important pour rompre le jeûne. Est-ce nécessaire ou risqué pour la santé de tout manger? Adia Toubari a rencontré une spécialiste pour comprendre la question. Témoignage en images dans ce reportage. Dès l'annonce du crépuscule, les fidèles se précipitent sur les aliments pour la rupture. Dans la foulée, chacun a une préférence naturelle dans un menu varié. Nous aimons beaucoup faire la rupture avec du riz, parce que le riz c'est l'aliment de base de notre pays, la Guinée, qui donne la force et l'énergie. Je coupe le thym à l'eau glacée, avec du guignan glacé, avec le riz. Consommer plusieurs aliments est une façon pour certains musulmans de compenser les calories perdues durant la journée, ce qui n'est pas parfois sans conséquences sur la digestion. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup qui tiennent à être tout le temps avec les huiles, les boissons gazeuses. Puisqu'ils sont indispensables, il faut savoir les doser. Et puis, ça risque de vous donner des ballonnements avec des régurgitations. Même chez le jeûneur, l'équilibre alimentaire et la répartition du manger, suivant les 3 repas traditionnels, sont fortement conseillés. À la coupure du jeûne, ce qui est surtout recommandé, si vous avez 2 dates, vous pouvez couper le jeûne avec ça avant la prière, puisqu'il est très riche en fibres alimentaires. Après, avoir des aliments liquides, moins sucrés et légers. 20h, 21h, vous mangez votre repas de consistance. Mais tenir compte surtout de prendre encore des fruits et des légumes. À l'aube, on peut avoir aussi un repas équilibré avec peut-être 2 œufs sur plat,
on peut l'avoir, on peut avoir une tartine de beurre dans le pain. La réhydratation est aussi un atout. Toutefois, ce médecin nutritionniste encourage la consommation de l'eau simple en lieu et place de l'eau glacée nuisible à l'organisme. Depuis hier soir, les musulmans sont à la recherche de la nuit du destin, une nuit bénie située dans les 10 derniers jours du mois de Ramadan. À Conakry, comme dans toutes les villes du pays, des prières nocturnes sont organisées, un instant de haute spiritualité qui invite le musulman à un moment d'introspection et de recueillement. Tcherno Maroufba et Ansouman Toumani Kamara nous en disent plus. Ce dévouement des croyants après 20 jours de jeûne vise surtout la recherche de la nuit de Laylatul Qadr, une nuit qui vaut 1000 mois d'adoration. En ce moment, ces fidèles sont déterminés à communier avec leur Seigneur dans la ferveur et pousser loin leur spiritualité. Dans cette mosquée, les jeunes sont au premier rang pour atteindre la nuit du destin. Nous savons que tout musulman qui arrive à avoir cette nuit, qui est la nuit du destin, a beaucoup de récompenses. Et donc la récompense vaut mieux que l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala pendant 1000 mois, qui équivaut à quelque chose de 83 ans. Parce qu'on a parlé que pendant le mois de Ramadan, c'est bien de prier la nuit. Ça avantage beaucoup. Ça peut nous corriger sur nos erreurs. Ça peut nous donner des bienfaits pour le paradis, quoi. Durant cette nuit quête, qui n'équivaut à aucune autre, l'ange Gabriel descend du ciel en apportant avec lui la miséricorde d'Allah aux croyants qui se consacrent à la prière et aux invocations pendant la plus recherchée des nuits. Une nuit dissimulée selon les érudits dans les 10 dernières nuits du Ramadan. Pourquoi les prières nocturnes? Pourquoi les invocations? Pourquoi la lecture du Saint-Coran? Pourquoi ce qu'on appelle al-i'tikaf? Pourquoi on fait beaucoup plus d'actes pendant cette dernière décade? C'est justement pour tomber dans la nuit du destin. C'est-à-dire c'est pour croiser la nuit du destin en fait. Beaucoup de hadiths sont unanimes à reconnaître qu'on doit chercher la nuit du destin pendant les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Que celui qui se consacre aux prières, aux invocations, à la lecture du Saint-Coran, aux actes d'adoration pendant toutes les dernières nuits de la dernière décade du mois de Ramadan, c'est sûr qu'il va bénéficier de la nuit du destin. La nuit du destin est cette nuit au cours de laquelle le Coran a été révélé au prophète Mahomet, paix et salut sur lui par l'ange Gabriel, comme écrit dans la sourate 97 du livre saint. On termine avec la présentation de condoléances au ministre d'État à la Défense nationale, chargé des affaires présidentielles. Dr Mohamed Diané a perdu hier sa mère des suites de maladie à l'hôpital sino-guinéen. Le Premier ministre, chef du gouvernement, s'est rendu à son domicile. Dr Kassori était accompagné d'une délégation des forces de sécurité de la Défense nationale. Mohamed Lamine Souma. Elle avait toujours béni pour le RPG en vue de son plein épanouissement en Guinée. Hadjambal Fatoumata Keïta n'est plus. Le parti au pouvoir est très affligé. Et pour cause, elle était la maman du ministre d'État à la Défense nationale et ministre en charge des affaires présidentielles, le docteur Mohamed Diané. Hadjambal Fatoumata Keïta était âgé de 90 ans. Depuis l'annonce de son décès, le domicile familial de Dr Mohamed Diané ne désemplit pas. Les différents corps des forces de défense et de sécurité se relaient à la cité ministérielle de Donka pour présenter les condoléances d'usage. Dieu a rappelé l'âme de notre regretté maire, notre ministre, et le fait de travailler ensemble, avoir une cohésion, de s'entendre, de s'aimer. Quand le malheur arrive à l'un, nous devrons être à côté de lui. C'est pour cela que toutes les forces de défense et de sécurité, les armées, chef d'état-major des armées en tête, terre, air, mer, le haut commandement de la gendarmerie nationale,
la direction générale de la police, la direction générale de la douane. Ça a ajouté au cabinet du ministère de la Défense nationale pour venir présenter les condoléances les plus émues, les plus attristées à son Excellence, Monsieur le ministre des Affaires présidentielles, ministre d'État à la Défense nationale, pour le consoler, pour lui dire que nous sommes ensemble et prier pour que l'âme de notre regretté maire repose en paix. Nous avons une armée soudée à son département, soudée à son premier responsable, le ministre d'État à la Défense. Donc quand celui-ci a un malheur, c'est toute l'armée qui ressent ce malheur-là. Donc nous disons très aisément que l'armée guinéenne est en deuil. Vous avez perdu votre maman à travers le premier responsable, le ministre Diané. La famille vous remercie pour venir avoir essuyé les larmes en ce moment aux yeux de monsieur le ministre d'État. Elle vous remercie pour tout ce que vous avez fait, pour tout ce que vous êtes en train de faire, non seulement pour la patrie, mais votre collaboration sincère avec le ministre. Peu après, le Premier ministre Kassori Fofana s'est à son tour rendu au domicile du ministre d'État à la Défense nationale et ministre en charge des Affaires présidentielles, lui exprimer sa compassion fraternelle et au nom de la solidarité gouvernementale. Au premier rang des nombreux visiteurs, des membres du cabinet de la présidence de la République et ceux du ministère de la Défense nationale. Paix à l'âme de Hadjambal Fatoumata Keïta. Et puis je reviens sur ce décret du président de la République portant nomination de hauts cadres à la présidence de la République. Le président de la République décrète. Article 1er. Les hauts cadres dont les noms et prénoms suivent sont nommés dans les fonctions ci-après à la présidence de la République. Monsieur Rachid Ndiaye, journaliste, est nommé ministre d'État, conseiller spécial. Monsieur Albert Damantan Camara, expert justice et gouvernance, est nommé ministre conseiller. Madame Assiatou Baldé, économiste, est nommée ministre conseillère. Monsieur Abdourahmane Diallo, médecin, est nommé ministre conseiller. Article 2. Des lettres de mission spécifiques leur seront adressées pour fixer le cadre et les objectifs de leur mission. Article 3. Le présent décret, qui abroge toute disposition antérieure contraire, prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, 6 juin 2018, professeur Alpha Condé. Voilà, c'est tout pour les infos. Merci de nous regarder à Lille, Besançon et partout à Nantes. Restez fidèles à la télévision nationale.